Ok, pas tous, bienvenue. Nanga Def, Mayeha, Amgaka, Wayembe, Bel bonjour. J'avais parlé de différentes formes de thérapie. Donc, il y a ouais, KRS-One qui dit So the battle for mental territory is glory, end of story. Ça veut dire que la vraie bataille, en fait, c'est la bataille des territoires mentaux. Parce que celui qui possède ton mental possède ta terre, possède ta vie, possède tout. Donc le truc, vraiment, le but, comme j'avais dit la dernière fois, c'est vraiment d'être libre mentalement, d'être complètement indépendant mentalement et d'être vraiment autonome. Et c'est le but de la démarche, en fait. Donc, euh, donc là, vous avez le... Donc, donc les différentes formes de thérapie. Il y a en tout, j'ai répertorié 5 formes de thérapie, enfin les plus courantes. Je pense que vous pourrez en donner d'autres, hein, vous pourrez en produire d'autres. Ce n'est pas, on va dire, c'est jamais exhaustif, hein. La recherche n'a pas cessé d'évoluer, donc il y a peut-être d'autres formes de thérapie que je ne connais pas. Donc en gros, on commence par la psychiatrie. Et la psychiatrie qui est vraiment l'analyse psychiatrique, hein, des patients et tout sur le divan, tu racontes un peu ta vie, on te pose des questions, tu réponds, on te pose des questions, tu réponds sur ton passé et tout, et ça permet de rentrer vraiment au plus profond de ton subconscient, vraiment, même dans des places, des compartiments de mémoire que tu avais complètement oubliés, ça permet de les ramener à jour et de déceler qu'est-ce qui ne tourne vraiment pas, qu'est-ce qui te perturbe le plus, qu'est-ce qui te traumatise. Ensuite, on a la psychologie. La psychologie, les psychologues aussi, dans une moindre mesure clinique, eux aussi, ils aident les patients, mais pour les cas moins graves, en fait, les cas moins graves, pas les cas de démence et tout. Mais bon, qui va juger la profondeur d'un cas, on ne sait jamais jusqu'où ça va. Ensuite, il y a aussi les coachings, il y a de nouvelles formes de thérapie, de coaching en bien-être par exemple, qui t'apprennent comment vivre, on va dire, comment aborder ta vie sociale, comment respirer, comment prendre soin de toi. Et ça aussi, c'est une forme de thérapie qui est vraiment très importante, enfin, qui prend de plus en plus de l'ampleur. On peut citer parmi lesquels l'afrothérapie. Ça, vous en saurez, l'afrothérapie sur lequel Christelle Kedi a fait sa présentation il y a à peu près un mois. C'était vraiment intéressant. Donc, on a le yoga des pharaons qui commence aussi à se vulgariser, qui est vraiment une belle forme de thérapie également. On a les groupes de parole, des groupes de parole comme Alcoolique Anonyme, par exemple, des paroles où tu t'exprimes, tu racontes un peu ta vie, tu racontes ce que tu as vécu aux autres, à d'autres personnes qui partagent les mêmes choses que toi. Donc, il n'y a pas de honte parce que vous êtes tous là, parce que vous avez les mêmes, on va dire, les mêmes travers, les mêmes faiblesses. Et vous essayez de vous encourager pour remonter. Donc ça pourrait être intéressant pour notre communauté aussi de se réunir entre frères, entre sœurs et de parler vraiment des problèmes qui nous touchent le plus profond, de partager des expériences des uns et des autres pour savoir comment telle personne a surmonté telle difficulté liée à justement l'oppression ou à une situation mentale particulière. Ensuite, on a la bibliothérapie, qui aussi n'est pas mal, qui pourrait être une thérapie assez intéressante dans la forme où c'est la lecture des livres, hein. On peut te conseiller des livres qui touchent au sujet que tu vas traiter. Et au sujet qui te concerne, par exemple, je sais pas, moi, ça pourrait être migraine nocturne, des trucs comme ça. Tu lis, tu apprends qu'il y a des thérapies par les livres et tu essayes d'appliquer méticuleusement ce qui est enseigné dans le truc, dans le livre, quoi. En fait, ça, c'est l'une des formes des thérapies qui peut aussi être intéressante. Donc ça, c'est en tout ce qui concerne la psychothérapie. Les différents symptômes euh, du post-traumatique, du désordre post-traumatique, stress lié au désordre post-traumatique,
C'est une forte... J'ai noté les principaux symptômes. Premièrement, une forte quantité d'hormones de la glande adrénale dans le sang, donc cortisol, adrénaline. Une incapacité à se rappeler d'un aspect important de l'événement traumatique, de ce qui nous a traumatisé. Donc, il y a comme un blackout comme ça dans la tête. Persistance d'une évaluation négative de soi, du monde et des gens. Il y a souvent des expressions comme l'homme est mauvais, oui, l'homme est trop mauvais. J'ai déjà entendu ce genre d'expression autour de moi. Oui, l'homme avec grand H, hein. Pas homme avec petit h, mais l'homme est mauvais, le monde est méchant, je suis une mauvaise personne, la vie n'est pas juste. Des paroles comme ça à répétition montrent on est quand même relativement profondément affecté, quoi. Culpabilité, se plaindre de soi-même, se plaindre des autres de tout le temps. Quelqu'un qui se plaint à longueur de journée, oh, tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ci, et à l'intérieur de lui-même, il se plaint de lui-même. Ça aussi, c'est un syndrome typique du post-traumatic stress disorder. Donc, vivre dans les émotions négatives comme la honte, la colère, la peur, la rancœur, ça aussi. Perte d'intérêt dans les activités qu'on aimait autrefois. Donc, on perd l'intérêt à ce qu'on faisait. On dit, ah, moi, j'aime plus ça, je veux plus le faire et tout. Ça m'intéresse plus. On passe à autre chose. On saute un peu du coq à l'âne enfin, une certaine période de temps, quoi. Et incapacité à établir des connexions interpersonnelles, vivre détaché des autres. En fait, quelqu'un qui est reclus, qui n'ose surtout pas se montrer ou s'exprimer ou dire ce qu'il pense, ou vraiment hum, quelqu'un qui est antisocial, en gros, quoi. Incapacité à vivre des émotions positives comme l'amour ou la joie. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la mort intérieure. Donc, comportement d'irritabilité et d'agressivité, des gens qui sont tout le temps, on va dire, à couteau tiré. Comportement impulsif et autodestructeur. Être tout le temps méfiant et sur ses gardes, comme si quelque chose de mauvais allait se passer. Il y a des gens comme ça qui, bah, demain c'est la fin du monde. C'est toujours comme ça dans leur tête. Demain, ou alors tout à l'heure, tout va basculer, rien ne va plus, quoi, en gros. Donc, réponse effrayée de sursaut ou au moindre bruit, moindre changement. Donc, c'est des gens qui ont peur, qui sursautent tout le temps, qui ont peur, enfin, qui vivent un peu sur le qui-vive, quoi. Mauvaise concentration également, sommeil difficile et mauvais également, ça aussi c'est un symptôme. Paranoïa et suspicion, des personnes même bien intentionnées autour de soi. Euh, oui, des personnes même bien intentionnées autour de soi, incapacité à avoir une attitude d'autocritique en fait. C'est-à-dire on ne se voit pas, on ne voit pas ce qu'on fait, mais on ne voit que ce que les autres font. On ne voit pas ce qui nous arrive. On a l'impression que c'est normal tout ce qui se passe, mais en fait c'est pas normal parce qu'on ne se demande pas si effectivement c'est normal ou pas. Et, et voilà ce qu'il en est pour les formes de thérapie et les symptômes. Les symptômes pour reconnaître qu'on a ou telle maladie, quoi. Ensuite, là, on continue sur ce qui vraiment est capital, est important, déterminant dans les post-traumatic stress disorder, les désordres liés au stress post-traumatique, c'est la qualité de nos pensées. Donc là, au milieu, sur cette diapo, vous avez les pensées. Les pensées au milieu sont entourées par un bunker. Vous voyez la partie en bleu marine là autour. C'est justement un bunker. Votre pensée, vous devez protéger vos pensées, vous devez protéger votre esprit comme si c'était un bunker. Donc, les pensées, c'est quoi le cheminement des pensées? Normalement, ici, dans vos pensées, vous avez soit les pensées négatives que j'ai mis en rouge là à droite, carton rouge. Vous voyez, vous avez le petit bonhomme dans votre tête qui doit mettre un carton rouge à toutes les pensées négatives. Et vous avez le petit bonhomme sur votre gauche que moi j'appelle le bonhomme de Ice. Sur votre gauche qui est bien assis tranquillement et qui laisse entrer les pensées, qui valide les pensées positives en fait. Donc à gauche, vous avez
À gauche, en vert, vous avez des pensées négatives du genre... non, vous avez des pensées positives à gauche du genre je suis le meilleur, je vais réussir, j'ai surmonté pire, c'est mon heure de gloire, je suis un warrior, rien ne m'arrête, je suis déterminé, je suis calme et efficace, je suis intelligent et m'adapte vite, j'ai rien à perdre d'essayer de toute façon. Je suis merveilleux, j'ai le courage d'un lion, je suis un super héros instoppable, je suis dans l'arène, je suis indestructible, je vais y arriver, je suis au bon endroit, ainsi de suite. Mais par contre, si vous raisonnez avec des mauvaises pensées, vous aurez des pensées de droite en rouge, des pensées qui méritent un carton rouge, effectivement. C'est pas la peine de rêver, je vais m'écraser, je vais pas y arriver, j'ai trop peur, je vais échouer, on va me démasquer, je suis un imposteur, j'ai pas ma place ici, c'est impossible, mince, je suis ridicule, personne ne m'aime, elle va me recaler, c'est pour les blancs, c'est pas fait, j'ai pas fait d'études, on va me démasquer, ainsi de suite. Donc, on se fait plein d'idées, enfin, on a peur de plein de choses imaginaires en fait, qui en réalité n'existent pas parce que le danger, en fait, le danger, parfois même il n'y a pas de danger, mais on a peur quand même parce que vraiment. Donc voilà le cheminement des pensées. Donc, de la pensée, vous allez à gauche, les bonnes pensées qui produisent des bonnes émotions, parce que les pensées contrôlent nos émotions. Les bonnes émotions qui contrôlent notre comportement, on va réagir par rapport aux bonnes émotions. Notre comportement qui ensuite, la flèche va à nos actions, notre comportement qui va diriger nos actions, nos choix et nos décisions. Et nos actions bonnes, nos choix bons et nos décisions bonnes qui vont déboucher sur notre vie, qui vont vraiment déterminer notre destin en fait. Autant ce sera vrai pour les bonnes pensées que ce sera vrai pour les mauvaises. Donc les mauvaises pensées, vous voyez que c'est un peu l'effet papillon. On part d'une pensée, on monte, on part d'une pensée, on monte aux émotions, des émotions on va au comportement, de comportement on va aux actions, des actions c'est carrément notre vie qui est en jeu. Donc notre vie est vraiment, notre vie est vraiment contrôlée par nos pensées. Nos pensées sont déterminantes pour notre vie. Donc, c'est pour ça que, bah, selon les psychiatres, Dr. Ish, effectivement, les pensées viennent en premier lieu de nos troubles post-traumatiques. Elles viennent, tout vient de notre tête, en fait. Tout est dans la tête. Rien n'est réel, mais tout est dans la tête. Très peu de choses sont réelles. Même pas 1% de choses sont réelles, à vrai dire, effectivement. Donc, on va avancer. Alors, l'une des causes pour lesquelles ben, les Africains en général refusent le traitement, parce que la majorité des psychiatres aux États-Unis, par exemple, ils sont très avancés sur le sujet de la psychiatrie noire, parce que c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas les mêmes, on a plus de causes de trauma, enfin on a d'autres peurs supplémentaires qui s'ajoutent dues à notre oppression, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc on a des peurs supplémentaires qui s'ajoutent. Donc là c'est un fait historique, une suspicion historique. Là en haut, au milieu, vous avez des anciens combattants, des vétérans, des pilotes de chasse. Et juste en dessous, il y a Booker Washington qui est un Afro-Américain qui est né dans l'esclavage, qui a grandi, qui s'est éduqué tout seul, qui s'est vraiment, on va dire, il a appris à écrire tout seul, à lire et à écrire. Et même que dans sa jeunesse, quand il s'est affranchi vers l'âge de 10 ans, il voulait faire des études, mais il n'y arrivait pas. Donc, il a d'abord commencé par apprendre tout seul. Et à un certain niveau de collège, il y allait demander à étudier dans un collège. Et comme il n'avait pas d'argent, le directeur, qui était quand même sympathique, lui a dit, bon, si tu n'as pas d'argent, il faut quand même que tu nous apportes quelque chose. Et Booker Washington a dit, bah, quoi? Il leur a dit, le directeur de l'école a dit, bah, tu fais le ménage tous les jours. Et donc, Booker Washington se levait à 4 heures du matin. Il faisait le ménage dans toutes les classes
avant de commencer lui-même à faire les cours, à entrer au cours à 7 heures. Donc, c'était sa manière de payer et il faisait ça toute l'année. C'est pour vous dire combien il était déterminé pour faire des études. Donc, il a créé l'université scientifique qui est l'une des plus grandes, prestigieuses universités scientifiques au monde aujourd'hui, qui s'appelle l'université de Tuskegee, qui a formé des pilotes de chasse, les pilotes de chasse qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont bombardé l'Allemagne nazie et tout, à Berlin. Donc, en fait, le truc, c'était que le gouvernement avait promis des soins gratuits aux militaires, en fait, aux soldats. Et ils leur ont promis des soins, des vaccins et tout. Et ils leur ont vacciné la syphilis, en fait. Ils ont vacciné à des centaines de pilotes et de soldats afro-américains la syphilis. Et beaucoup en sont morts. Là, en haut à droite, c'est des séances de vaccins aux pilotes. Et puis, pendant le mandat de Bill Clinton, là au-dessus, vous avez un lien pour voir la vidéo d'excuses de Bill Clinton par rapport à cet empoisonnement, cette infection à la syphilis qu'on avait injecté aux militaires afro-américains. Donc il y a toujours une suspicion en fait quand il s'agit de soins. À gauche, tout à gauche, vous pouvez voir aussi, ça vous fait penser à quelque chose actuellement, les campagnes contre les vaccins en Afrique. Donc on ne peut pas, c'est comme si la France donnait la responsabilité de sa santé à la Chine ou à la Corée ou je sais pas. C'est juste impossible de confier sa santé à un autre peuple. C'est juste inimaginable, c'est juste impensable que nos dirigeants actuellement puissent faire ça. Et j'ai vu beaucoup de gens s'indigner à cause de ça. Donc, c'est un peu toute cette suspicion-là. Historiquement, les Afro-Américains, ils savent que quand il s'agit de vaccins, enfin, tout ce qui s'agit de soins de santé, prescriptions et tout, ils se méfient toujours du médecin qui est en face d'eux. Donc, c'est un peu une méfiance qui s'est installée avec le temps qui fait que, bon, aujourd'hui, même en termes de psychanalyse et tout, ils préfèrent rester, on va dire, rester de leur côté, quoi, dans leur coin. Donc, voilà un peu ce qui est de, de ça. Donc, encore. Oui. Donc, oui, effectivement, bon, j'avais encore un peu. Je crois que j'ai réglé ce problème définitivement. Alors, le niveau de conscience ici, là, je vous présente les différents niveaux de conscience au sein de notre population. Enfin, notre population, on a plusieurs niveaux de conscience en fait. Phase de conscience, pas seulement liée au post-traumatique, au désordre post-traumatique, mais c'est juste pour voir un peu que l'ignorance aussi, l'ignorance ou l'état dans lequel on vit peut nous conduire très vite dans, euh, dans, dans des troubles post-traumatiques. Là en bas, vous avez la phase 1, ignorance. Vous êtes inconscient que vous êtes engagé dans un processus d'autodestruction par rapport à vos actions, par rapport à vos faits, par rapport à vos gestes et tout, par rapport à vos pensées. Donc ici, vous êtes la phase 1, le bas de la pyramide, vous êtes sûr d'être détruit complètement. En fait, la phase 2 de la conscience, c'est vraiment, vous êtes inconscient, vous êtes conscient que vous êtes engagé dans un processus d'autodestruction seulement après les conséquences. Donc c'est après acte qu'on se dit, oui, j'aurais pas dû faire ça, ou alors je n'aurais pas dû consommer tel ou tel truc, ou alors je n'aurais pas dû dire telle ou telle parole. Mais vous le savez quand il est trop tard, en fait. C'est un peu l'effet du jeu d'échecs. Quand on joue, on doit penser toujours aux conséquences de ce qu'on fait. Mais là, dans cet état-là, on ne pense pas aux conséquences, on ne constate, on ne fait que constater les conséquences. Ensuite, il y a la phase 3. La phase 3 où euh, la, oui, il y a la phase 3 où vous êtes conscient
que vous êtes engagé dans un processus d'autodestruction pendant que vous le faites, mais vous le faites quand même. Donc ça, c'est une phase où on sait, et puis on est quand même emmené, je ne sais par quoi, à le faire quand même. La phase 4, c'est la phase du choix, en fait. Vous êtes conscient que vous êtes engagé dans un processus d'autodestruction, et à ce moment, vous choisissez de faire autre chose de bien. Donc là, il y a déjà une phase de choix. On sait que c'est dangereux, on sait que notre comportement, on sait que nos pensées, on sait que notre traumatisme existe et on fait ce qu'il faut pour éviter les conséquences, on va dire, dramatiques euh, de ce que nous faisons en fait. Donc, oui, donc c'est ça pour celle-là. Ensuite, euh, ensuite, la phase 5. La phase 5 constitue la phase où vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur vous-même parce que vous avez remplacé le comportement d'autodestruction par un comportement constructif. Donc, et ça, c'est la phase vraiment la plus intéressante de la conscience. Donc, ce qui est bien, c'est de savoir où est-ce qu'on se trouve, à quel niveau on se trouve et de travailler sur soi justement pour, pour s'améliorer ou pour pallier à ça, quoi, pour monter toujours un cran supérieur au-dessus, quoi, toujours avancer, quoi, toujours être dans une forme de progression, en fait. Donc, c'est un peu ça le truc. Ensuite, là, sur votre gauche, vous avez Erykah Badu, qui est une chanteuse une très grande chanteuse et tout, très consciente, qui parle beaucoup de problèmes de société et qui, dans sa chanson Lady Bag Lady, You're gonna hurt your back, dragging all them bags like that. I guess nobody ever told you all you must hold on to you is you, you. Is you, is you, is you. Ça veut dire que tout ce que tu dois porter, c'est toi-même en fait. C'est important que tu te portes toi-même parce que tous les bagages, tous les traumatismes que tu portes, toutes les misères que tu portes sur ton dos, il faut s'en débarrasser. Il faut faire une thérapie pour justement passer à autre chose, quoi, passer à autre chose, à une vie un peu beaucoup plus constructive. Euh, donc voilà un peu pour ce qui est des niveaux de conscience. Euh, ensuite, ici en fait, parce que on m'avait posé des questions et tout sur les points critiques vraiment pour pour déjà être sur la bonne voie, pour pouvoir réfléchir clairement, la tête calme, pour savoir vraiment où partir, quoi, où aller. Euh, il faut bien dormir. Il y a le sommeil qui est très important. Le sommeil permet d'avoir une bonne attention, un éveil sensoriel, régularise le système nerveux, renforce le système immunitaire, développe la créativité et donne la force de rester vigilant sur sa mission et de ne pas avoir de relâche, en fait, de ne pas relâcher. L'alimentation, manger vivant, comme j'avais dit la dernière fois, il faut manger vivant, manger des produits qui n'ont pas été manufacturés, comme le yaourt et des trucs comme ça, des chips. Donc, manger vraiment frais, un peu du docteur Sebi, quoi, du Cyril Gogo. Un livre que j'avais aussi proposé à la lecture la dernière fois. Alors, avoir des pensées, travailler sur ses pensées, avoir des pensées positives. Également, beaucoup travailler sur sa respiration. Ta réussite, euh, la réussite dépend du climat mental en fait, de ton climat mental, donc de comment tu réfléchis. Donc avoir une bonne attitude face à ça et tout, pratique, il faut se concentrer et bien respirer en fait. La respiration est très importante également. Faire des exercices de respiration, comme j'avais dit, 4 secondes tu inspires, 4 secondes tu restes en apnée, tu bloques et 8 secondes tu expires pendant 8 secondes. Et ainsi de suite, au bout de 20 minutes, tu peux faire 10 minutes aussi, 5 minutes au début. Enfin, c'est toi qui vois, mais c'est aussi une bonne technique pour ceux
on va dire pour se recentrer, quoi. L'exercice physique, évidemment, pour rester en forme, pour mieux réfléchir, oxygéner son cerveau, oxygéner son corps, permet de garder les cellules aussi, les cellules du corps en bonne santé, permet aussi de réguler les hormones, les hormones comme les endorphines qui permettent d'avoir un sommeil équilibré. Enfin, tout est lié, quoi. Environnement, et éviter aussi les environnements toxiques. Quand je dis environnement, ça peut être un environnement humain ou un environnement géographique, peu importe. Quand ça va pas, vous bougez, quoi. Quand vous êtes dans une relation qui vraiment vous tue mentalement, ben, le but en fait, le but est, enfin, c'est important de bouger, quoi. C'est pas le but, mais bon, l'important c'est quand même d'évoluer vers des environnements beaucoup plus sains. Donc, ça, c'est les 5 points principaux. Et là, sur votre droite, vous avez Zora Neale Hurston qui dit If you are silent about your pain, they will kill you and say you enjoy it. Ça veut dire que si vous êtes silencieux à propos de votre peine, euh, ils vont vous tuer et diront que vous avez aimé ça. Donc, il faut toujours s'exprimer, il faut trouver quand même un moyen de s'exprimer, de faire ressortir tout ça, parce que même cette peine est un poison en soi. Donc voilà, on passe à autre chose. Maintenant, les corrélations cliniques pour cette première partie. Suffisance et refus. Donc les gens sont ce qui nous arrive souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous sommes souvent suffisants parce que nous avons honte, nous manquons de confiance en nous, euh, nous pensons que c'est un signe de faiblesse que d'aller voir, consulter quelqu'un, demander de l'aide, alors qu'en fait, la solution serait d'accepter que l'échec fait partie de la vie, de se débarrasser de son ego, parce qu'il y a aussi l'ego. Moi, je suis un gars fort, costaud comme moi, pourquoi je vais aller commencer à demander des soins ou à demander à l'aide à qui que ce soit. Je suis un guerrier, moi, je tombe jamais, je suis très fort. Et c'est ce qu'on se dit souvent, en fait, mais, mais c'est faux parce que tout le monde est faillible, tout le monde a des failles, personne n'est infaillible, en fait. Et à un moment donné, quand c'est dur, il faut l'admettre, il faut demander de l'aide. Il faut se faire soigner, quoi. D'autre part, euh, euh, ouais, d'autre part, la puissance de la thérapie, en fait. La puissance de la thérapie, lorsqu'on ne fait pas de thérapie, on n'est pas sur son chemin, en fait. Lorsqu'on n'arrive pas à se retrouver soi-même, on n'est pas sur son chemin. Donc, on ne fait que repousser l'échéance un peu de sa vraie vie parce qu'on est toujours un peu enfermé dans une prison, mais on ne se rend pas compte. On se rend pas compte qu'on tourne en rond, en fait. Et qu'on n'avance pas. Même si socialement, on s'en sort, on peut être intelligent, on peut avoir financièrement, socialement, on a une certaine aisance, on va dire, mais à l'intérieur, on est complètement bousillé. Donc, ça peut aussi nous faire perdre des opportunités dans notre vie. Le fait d'avoir des opportunités en tout genre, hein, ça peut être une opportunité au travail, une opportunité de vie, une opportunité relationnelle, tout type d'opportunité parce que notre mental est occupé à gérer autre chose, quoi. Il n'est pas réconcilié avec son passé, en fait. Le mental, on l'a pas embrassé. On a beaucoup de problèmes à régler dans le passé. Et donc, après, on se transforme en bourreau pour soi-même. On est son pire ennemi, en fait. Personne n'a besoin de venir nous mettre un coup, mais on se met des coups à soi-même. Donc, on s'enferme dans une mauvaise vie, une vie cloîtrée. On reste dans notre petit coin, dans notre petit village, et on n'ose pas aller découvrir d'autres horizons, quoi. On focalise plus sur les problèmes des autres, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui cherchent qui focalisent plus sur les problèmes des autres, voir les défauts des autres. Ouais, l'autre n'a pas fait ça, l'autre n'a pas fait ci, l'autre n'a pas fait ça, alors que nous-mêmes, on a des failles, hein, des dysfonctionnements. Et ouais, on devrait apprendre aussi. Après, la solution, c'est de suivre et d'écouter son instinct, hein, suivre et d'écouter son instinct. Si vous êtes là, par exemple, et que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que il y a eu une succession de décisions. Vous n'êtes pas là, vous
on ne s'est pas bousculé par hasard dans le train, quoi. Vous suivez, vous avez écouté votre instinct, votre cœur, vous avez dit, bah moi, samedi après-midi, je vais regarder telle ou telle vidéo pour telle ou telle raison. C'est suivre son instinct, parce que de proche en proche, de branche, enfin on va dire d'embranchement en embranchement, vous allez arriver vers une destination, mais c'est un chemin par lequel vous devez passer. Donc suivre son instinct, c'est très important. Faire ressortir tous les poisons émotionnels accumulés dans l'inconscient par la thérapie, ou alors en parlant par les méthodes de thérapie que j'ai citées au tout début de cette partie-là. Euh, Faciliter sa communication également, résoudre ses propres problèmes soi-même, quoi. Donc ça, c'est la puissance de la thérapie, en fait. Puissance de la thérapie, elle te permet de te retrouver toi-même. Contrôler son environnement, il faut aussi contrôler son environnement toxique. En clinique, non. Il faut éviter les environnements toxiques, privilégier la nature, les endroits où on s'épanouit en tant qu'être humain, hein. Si vous ne vous épanouissez pas en France, par exemple, vous préparez pour votre sortie de la plantation, vous économisez, vous prenez votre temps, vous faites des sacrifices, vous choisissez une destination et puis vous partez. Vous partez parce que là-bas, vous partez à l'aventure, vous donnez plus de sens à votre vie et vous êtes plus en accord avec vous-même. Donc, les habitudes toxiques aussi, les éviter. Donc, il faut changer d'environnement, comme je dis, limiter d'après les psychiatres que j'ai lus. Euh, D'autre part, on ne voit ce que l'on sait. On ne voit que ce qu'on sait. Donc, il faut vraiment s'informer, il faut rester curieux parce que euh, il faut ouvrir les yeux sur ce qui existe. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas, même sur toi-même. Si tu ne sais pas qu'il y a une thérapie, tu ne te soigneras jamais. Si tu ne sais pas que tu as un problème, si tu ne sais pas que tu as un problème de stress post-traumatique, tu ne feras jamais la démarche de chercher, d'aller plus loin et de te soigner. Donc, euh, il faut aussi inventer des jeux mentaux positifs. L'une des solutions apportées par le collectif de psychiatres, c'est inventer des jeux mentaux positifs. Euh, Ils entendent quoi par jeu mental? Donc, bah, s'imaginer un truc, par exemple, enfin, penser un peu à son passé, à toutes les réussites qu'on a eues, avoir un procédé dans la tête qui permet de toujours de stabiliser le climat mental, de le rendre toujours positif en fait. Donc, avoir quelque chose sur lequel tu te concentres, quelque chose que tu as fait de bien. Par exemple, le footballeur Pelé et tout, lorsqu'on a interrogé sur son entraînement mental avant les matchs de foot, qui est quand même l'un les plus grands joueurs de football de l'histoire, avant tous ces matchs, il allait dans un coin et il répétait, il imaginait le match pendant à peu près un quart d'heure, il imaginait que des bonnes choses, il mettait une sorte de serviette sur sa tête, dans le noir, il s'imaginait en train de gagner, il s'imaginait déjà avoir gagné, et il se mettait dans un état de conscience, dans un climat mental où, euh, où il avait l'émotion de la victoire, en fait, l'émotion de la victoire et la volonté, l'enthousiasme pour bien jouer et gagner. Donc, chacun a son jeu, comme s'il y a des petits jeux qu'on peut inventer, des jeux mentaux. Donc, il conseille aussi la bibliothérapie, la lecture dont j'ai parlé tout à l'heure, les groupes de parole, les exercices de respiration, les contacts avec la nature et la méditation. Et tout ça mène à quoi? En haut, si on suit la pente rouge, dans la pente négative, on a une vie chaotique et on est dans l'impossibilité de s'épanouir. Impossibilité d'épanouissement, contribution au chaos de l'univers. On ne contribue pas à la ma'at, à l'équilibre et à l'harmonie de l'univers, mais on contribue au chaos. Donc, mais quand on prend la branche du dessous, on a plus tendance à être en santé mentale, à avoir une vie équilibrée, une liberté mentale, un alignement avec son être supérieur, sa divinité. Et également, on contribue au rétablissement de la ma'at, donc à l'équilibre et à la justice, quoi. Donc, voilà un peu pour, euh, pour cette partie-là.
Ensuite, donc maintenant, je vais aller, on va parler plutôt de la perte de ses racines. C'est un peu on va dire, c'est un peu la deuxième partie de, excusez-moi, je refais un petit réglage. Parce que là, ça me fait des choses très bizarres. Alors, oui, tu te débloques. Hop. Voilà. Voilà, tout se passe bien. Tout va bien se passer. Voilà. Hop. Ensuite, là, c'est la perte. Après la première on va dire la première partie, je vais parler de la perte des racines. En fait, nous, les afro-descendants, en fait, nous devons vraiment être attentionnés à faire attention à nos racines et tout, à ne pas perdre nos racines, parce que c'est très important. Euh, donc là, tout en haut, j'ai une stèle de Toussaint Louverture, qui dit, en me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Donc, en fait, plus on plonge ses racines dans son histoire, plus le plus lointain possible, plus on se construit en tant qu'être humain. On gagne en construction, en fait. Mais si on ne connaît pas son passé, on est à même de subir on va dire, l'oppression mentale d'un autre peuple, hein, d'autres peuples, des oppresseurs. Donc l'Afrique, ici j'ai trois arbres en fait, l'un qui plonge ses racines sur 600 ans d'histoire. 600 ans d'histoire, c'est de l'histoire, c'est une histoire négrophobe en fait. Et en tant que afro-descendant, ben, étant donné que c'est une histoire négrophobe, elle va te détruire. Tu peux pas t'épanouir en connaissant que cette histoire-là. Il faut vraiment qu'on enseigne aux enfants dès tout petit combien leur histoire était glorieuse, parce que c'est important. C'est aussi par l'éducation, par l'histoire que l'exclusion se fait. Donc euh, voilà. Ensuite, donc c'est une histoire négrophobe, pleine de mensonges, qui induit la confusion, la diversion sur l'histoire de l'Afrique enseignée par le système. La suprématie blanche, en fait. C'est une histoire qui mettra la suprématie blanche, hein, l'histoire de l'oppresseur en avant, sa grandeur, sa gloire, son intelligence, sa primeur, sa beauté, au détriment de la vraie beauté, la beauté africaine. Donc, ensuite, plus tu descends dans notre histoire, plus tu descends dans notre histoire en profondeur et tout, plus tu te rends compte qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Là, on n'a que 600 ans, hein. Mais là, on a quand même une histoire qui date de 200 000 ans, de moins de 200 000 ans et plus, avant même que les autres n'existaient, enfin n'existent, alors avant que les autres peuples n'existent. Nous, on est le peuple originel, donc on a un peu tout inventé. Et à cette époque-là. Donc, héritage historique de l'Afrique à partir des grands empires. Il y a moins de 17 000 ans et tout. Quand je parle de Nubie, Couche, Méroé, Égypte antique et tout. Après, les humanités classiques africaines, héritage culturel, spirituel, intellectuel, technique des Africains depuis l'Antiquité. Ici, dans la partie orange, il y a très longtemps, selon les livres de Ivan van Sertima, qui est un grand chercheur très respecté dans la communauté afrodescendante, qui parle justement d'Ekem dans son livre d'Ekem Before Columbus, de la visite, de la navigation. Déjà, il y a des dizaines de milliers d'années, les Africains voyageaient déjà partout dans le monde. Donc, on a navigué, on a construit des pyramides en Amérique, en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde. Et là, pour l'instant, il y a même des recherches qui sont en cours là-dessus, euh, sur tout ce qu'on a pu faire avant. Ça dépasse même l'Égypte antique, ça dépasse l'Égypte ancienne, au-delà même de l'Égypte ancienne, au-delà des frontières de l'Afrique. On a navigué, on a construit de grandes civilisations. Donc,
D'autre part, 200 000 ans, moins de 200 000 ans, héritage historique de l'Afrique depuis l'apparition de l'homme et de l'Antiquité. Ceux qui vont aussi loin dans leur connaissance de l'histoire sont ceux qui s'épanouissent le plus parce que bah, ils comprennent, enfin surtout face à une oppression, à une société, d'oppression, on va dire d'oppression historique et tout, on va dire de désinformation plutôt, historique, d'une éducation tronquée, une éducation fausse. C'est quand même ceux-là qui s'en sortent le mieux, quoi. Donc c'est important de garder ça en tête. Euh, Ensuite, alors, on va passer à cette chose très intéressante. Voilà. Donc, alors, oui, je reviens à la diapo du dessus. Il faut que je fasse un petit réglage pour continuer ça. Alors, un, 2, 1, 2. Alors, ici, c'est la partie Dans cette partie, je parle de conditionnement. Phénomène de conditionnement mental, hein, le conditionnement des êtres humains, hein, des Noirs en général. Donc, conditionnement à gauche, en haut à gauche, le rappeur Stickman du groupe D13 qui dit la vie s'agrandit ou se rétrécit. Ta vie s'agrandit ou se rétrécit, s'enrichit ou s'appauvrit en proportion de ton courage. Donc, et ensuite, on a Malcolm X qui dit chaque fois que vous voyez des personnes qui ont plus de succès que vous dans un domaine, ces personnes font des choses que vous ne faites pas. Donc, c'est un peu on va dire la capacité d'autocritique, hein, et l'importance du courage et de la capacité d'autocritique en fait, c'est-à-dire de se regarder en face, de se regarder vraiment dans la glace et de dire voilà, je suis pas si parfait que ça. J'ai des choses à travailler. Voilà, j'ai des choses à travailler sur ma personnalité, sur ma personne et tout. Et, et puis c'est très important d'avoir cette démarche-là. Donc, d'autre part, on a en bas on a en bas Malcolm X qui dit si vous n'êtes pas prêt à mourir pour elle, sortez le mot liberté de votre vocabulaire. Il s'agit surtout ici de liberté mentale, hein, c'est-à-dire d'aller au-delà des limites qui ont été fixées par notre éducation. Parce que parfois, cette éducation-là, qui elle-même est au rabais, parce que c'est une éducation bah, de larbin, quoi. C'est une éducation de rase le mur, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Donc à droite de Malcolm X, on a Gardner J. Woodson qui est aussi vraiment une illustre personne, le fondateur de Black History Month. C'est lui qui a inventé, c'était d'abord une semaine, maintenant c'est un mois. C'est important de se rappeler son histoire parce que si tu ne te rappelles pas ton histoire, t'es mort. Et il dit, we need workers, not leaders. Such workers will solve the problems which race leaders talk about. Il dit, on n'a pas besoin de leaders, on n'a plus besoin de leaders, mais de travailleurs, de personnes qui vont appliquer ce que les leaders ce dont les leaders ont parlé en fait, ce que les leaders ont mis en place, comme Anta Diop, Marcus Garvey. Enfin, déjà à l'époque, ils disaient qu'on n'avait plus de leader, donc on n'avait pas besoin de suivre un leader, d'être derrière quelqu'un, d'attendre qu'un messie descende du ciel pour nous sauver ou pour changer notre existence. En fait, c'est une citation qui appelle un peu à l'auto,
à l'autodétermination, tout simplement, à l'indépendance de penser et à la responsabilité, quoi. On ne va pas que attendre que les autres viennent se mouiller pour nous, viennent prendre des coups, viennent prendre des balles pour nous. Mais si chacun fait un petit peu de ce qu'il faut faire pour la communauté, je pense qu'on s'en sortira. Enfin, moi personnellement, je pense qu'on s'en sortira. Et j'en suis certain. Donc, à droite, on a les peurs, les différentes peurs primordiales, les degrés de peur, hein. Et l'homme naît, il naît bébé et le bébé est complètement libre en fait en général. Il n'a peur que du bruit et de la chute libre. En fait, si tu le mets sur le bord du lit et qu'il est en train de tomber, il va avoir peur. Et il a aussi peur du bruit. Quand tu fais du bruit, il sursaute et il pleure. Mais à part ça, il n'a peur de rien. Mais au fil du temps, au fur et à mesure qu'il grandit, l'école lui inculque la peur. Oui, tu dois pas faire ça, tu dois pas dire ça, tu dois pas être comme ça, tu dois t'asseoir comme ça, tu dois faire comme ça. Donc, petit à petit, il se rétrécit. Oui, c'est pas ta place là. Ouais, t'es noir, t'as pas le droit de poser des questions. Voilà, bah, rase les murs, quoi. Quand on met même des images de scientifiques sur le mur, il n'y a pas un seul de tes descendants, bah, tu te sens un peu à l'étroit. Donc, on te conditionne un peu à être un peu comme l'homme invisible de Ralph Edison. Ralph Ellison. Tu es l'homme invisible, tu es là sans être là, tu n'as pas droit à la parole. Donc, la société te pousse, te met dans une prison mentale et adulte, tu deviens complètement crispé, complètement dans ton traumatique. On t'a traumatisé et maintenant tu as peur de faire quoi que ce soit. Oui, il faut monter ta boîte. Oui, je veux faire mon business plan. Je veux faire ci, ça, ça. C'est un peu, enfin, une petite parenthèse. C'est un peu pour ça que la plupart des hommes d'affaires les plus influents, enfin, sont ceux qui n'ont pas fait d'études parce que les études déjà te conditionne un peu à penser d'une certaine façon, à avoir besoin de telle ou telle chose pour te lancer. Mais quand quelqu'un ne connaît pas ses barrières, il ose souvent des choses et il réussit. Donc, c'est un peu ça qui fait parfois la différence entre les self-made men. On en connaît beaucoup, hein. Que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études, mais bon, après, c'est chacun qui voit. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu n'as pas de barrière mentale, tu as plus de degrés de liberté. Mais même si tu ne fais pas d'études, la société peut aussi t'apprendre des peurs. Donc, le truc pour nous, ce serait de faire le chemin inverse, c'est-à-dire bah, de conquérir sa liberté et d'aller de cette position d'adulte tout en haut, au milieu là, d'adulte fermé, de jeune adulte, et ensuite ainsi de suite, jusqu'à arriver au courage d'un bébé, c'est-à-dire bah, je fais quand même, je fais, si ça foire, tant pis, je le fais, et puis j'avance parce que j'y crois, parce que j'écoute mon instinct. Parce que quand on écoute son instinct et qu'on est aligné avec soi-même et qu'on travaille pour la Ma'at, tout ce qu'on fait est bon. Tout ce qu'on fait est bien. Tout ce qu'on fait est une expérience constructive. Donc la vérité, c'est dans la pratique, c'est dans l'action. Donc il ne faut pas se restreindre ou se limiter, quoi. Donc corrélation clinique pour cette partie, donc la perte de ses racines. Si tu as peur de perdre tes racines, si tu perds tes racines, euh, donc, tu dois réapprendre ton histoire, hein, étudier l'histoire de l'Afrique depuis l'Antiquité, au moins depuis l'Antiquité, donc depuis les grands empires pharaoniques et tout ce qu'on a pu construire dans l'histoire, apporter la science. On a fait de la navigation quand même, ça prouve qu'on connaissait l'astronomie, c'est un très haut degré de mathématiques et même de sciences, quoi, rien que ne serait-ce que ça. Et on l'a appris à d'autres peuples. Donc, il faut renouer avec les valeurs positives africaines existantes encore. Il y a des valeurs qui existent encore en Afrique. Mais surtout, nous qui avons grandi en Afrique à un moment donné où ceux qui vivent là-bas ont tendance à délaisser un peu leurs valeurs ancestrales parce qu'ils sont attirés, donc ils ont une éducation négrophobe, donc ils sont attirés que par pas tous, hein, bien sûr, évidemment, une certaine proportion, on va dire une partie, sont attirés que par des valeurs
occidentales et sont très attirés par des langues, le mode de vie, l'alimentation, des trucs. Mais petit à petit, les gens commencent à se rendre compte que ce sont des modes de vie empoisonnés et changent. Donc, il faut vraiment renouer avec ce qui existe déjà, aller voir les anciens, aller voir dans les villages les anciens pour justement récupérer notre héritage, écrire dessus, le valoriser, faire des thèses même de doctorat dessus sur les méthodes de soins, justement dont des soins traditionnels dont mes collègues, mes collaborateurs de Africa Mat pourront faire une présentation. Justement, ils prévoient de faire une présentation dessus très bientôt. Donc, ensuite, une culture moderne qui n'est que le reflet de l'oppression. Donc, on doit laisser tomber les cultures modernes qui sont le reflet enfin, surtout occidentales, d'oppression, les, des cultures et les spiritualités modernes africaines polluées par la négrophobie, comme l'image blanchie de Dieu et tout, porter, trimballer des statues, je dirais même pas porter, trimballer des statues de, 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 de- d'êtres, de personnes, le codème, de Sainte Vierge Marie, des histoires comme ça, à deux balles, donner des images à Dieu qui n'existent pas du tout. Et ça, c'est très dangereux en fait. Donc il faut sortir de là, vraiment renouer avec ses origines. Les origines envahissantes et étouffantes, ceux qui ne t'aiment pas, ben, par exemple, quand tu as des origines, tu es dans un quartier, tu as vécu dans un quartier et, euh, et tu dois y retourner. Tu dois y retourner parce que bah, c'est ton quartier, hein, c'est ton quartier. Quand tu renoues avec tes anciens amis, ben, parfois il y a des gens qui viennent vers toi et te disent ouais, tu penses que tu as réussi, patati patata, nanana. Donc à ce moment-là, la réaction de faire, c'est de comprendre déjà leur position, hein, que ce soit surtout quand tu es dans un environnement où tu as, entre guillemets, considéré comme quelqu'un qui a réussi. Il faut, comme par exemple au ghetto, quand tu retournes dans ton ghetto et tout, ou dans lequel tu as grandi, quartier modeste, tu dois dire à ces personnes-là, tu dois savoir que ces personnes-là ont raté des opportunités également. Il faut être vrai avec soi-même d'abord et assumer, il faut assumer qu'on a évolué, qu'on n'est pas resté le même, parce qu'on dit, oh, il fait plus comme avant, il n'est plus pareil et tout. Non, il faut accepter qu'on a évolué et pousser également les autres à évoluer dans la communauté. Euh, Tu dois bénir ton changement, parce que ton changement, justement, montre que tu évolues. Si tu n'es plus comme avant, si ça fait 10 ans que tu as quitté le quartier, 5 ans que tu as quitté le quartier et que tu n'es plus comme avant, c'est que tu as évolué. Donc, ceux qui t'aiment t'accepteront comme tu es et t'encourageront. Donc, il faut pas faire attention à ce que disent les autres. Enfin, c'est ce qui ressort en fait de ce travail en fait dans la peur de perdre ses racines. Parce que perdre ses racines, c'est perdre aussi son quartier, perdre le lien qu'on a avec l'endroit où on est né. Alors que pour garder le lien avec cet endroit-là, il faut parfois y aller et il faut pas s'extraire. Donc, deuxième corrélation clinique par rapport à ça, c'est la culpabilité de survivant. Quand on a vécu dans bon, on va dire dans une famille ou dans un groupe, où tout le monde s'est un peu cassé la gueule, tout le monde est devenu broke, comme on dit, enfin la plupart des gens, on va dire 80%, 90% de personnes sont devenues broke, on a ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai appris de toute la synthèse psychanalytique que je me suis proposé de vous faire aujourd'hui. En plus de la peur de perdre ses racines, on a aussi la peur de perdre ses racines, non seulement ses racines historiques, mais ses racines aussi de sa vie, de là où on est né, du quartier où on a grandi, du village où on a grandi, des endroits où on a vécu quand on était petit, parce que l'enfance a toujours une importance très importante dans le développement mental de l'individu. Et à l'âge adulte, on va devoir à un moment donné se confronter à ce passé, à cette enfance. Et c'est cette enfance-là, c'est ce retour vers le passé
de nous-mêmes vers notre histoire personnelle, parce qu'il y a l'histoire collective et l'histoire personnelle. C'est ce retour vers cette histoire personnelle qui va nous permettre de devenir une personne vraiment forte et épanouie complètement dans la vie. Donc, alors, ça s'appelle la culpabilité du survivant. C'est un peu c'est comme s'il y a eu un crash ou un accident, une catastrophe, et puis tu te retrouves vivant et que tout le monde est out. Tout le monde est out. Toi seul, tu as réussi à faire des choses, tu as un travail, enfin, tu as une vie à peu près respectable et tout. Euh, en fait, tu te retrouves comme dans une incapacité de sauver tout le monde qui te paralyse, en fait, qui t'empêche d'avancer. Ça, c'est lourd dans ta tête. Tu te rends pas compte, mais comme je dis, ça relève toujours du subconscient parce que là, on est vraiment dans l'étude du subconscient. Hein. C'est notre sujet, donc c'est quelque chose qui va t'influencer sans que tu t'en rendes compte. Le fait que tout le monde donc, tu dois, quand tu t'approches dans cette histoire, tes amis, tu dois leur donner pour les aider, par exemple, tu dois leur donner des offres de travail et non donner l'argent comme ça, parce que tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Offre-leur des livres ou des liens vers des informations qui peuvent les aider, hein. Donc, toujours renvoyer l'ascenseur, quoi. Dites-leur dans les détails comment vous êtes en sorti, comment vous avez fait pour sortir de là et pour vous construire vous-même. Donc, c'est important également pour délier les liens du sentiment de culpabilité à l'intérieur de soi. Alors, et de toute façon, tu dois comprendre que c'est leur choix. C'est eux qui ont choisi de vivre comme ça. Donc, tu ne peux pas les changer tels qu'ils sont, mais tu peux juste apporter ton aide, ton conseil. Mais s'ils ne veulent pas te suivre, il ne faut pas les forcer. C'est normal d'être triste pour tes amis euh, qui veulent rester sur place. C'est normal que tu sois triste pour eux, mais tu n'y peux rien. Franchement, tu n'y peux rien. Et la vie est comme ça, tu dois avancer. Tu sais certains d'entre eux refuseront de prendre leur destin en main, mais tu dois quand même avancer et tu dois toujours avoir une oreille à leur écoute, toujours être toujours à leur écoute en fait et faire des choses dans le sens de l'information pour ceux qui veulent évoluer, mais pas commencer à distribuer l'argent par culpabilité et tout parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont en faire et déjà tu n'es pas sûr d'en avoir suffisamment pour tes proches, non? Euh, Tu dois d'abord t'occuper de toi-même. Euh, Par exemple, le docteur Hitch prend l'exemple du masque d'oxygène où dans un avion, par exemple, il y a eu je sais pas, une turbulence et tu dois d'abord mettre ton masque d'oxygène avant de mettre celui du voisin s'il est coincé. Parce que si tu veux d'abord mettre le masque d'oxygène de ton voisin, et ben, j'ai trouvé ça intéressant. Ben, vous deux, vous pouvez y passer. Alors que déjà, si tu as mis le tien, tu es sûr de pouvoir faire tout pour mettre le sien à côté. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir toujours cet aspect-là. J'ai pris cet exemple, ça m'a intéressé parce que ça permettait d'expliquer facilement ça. Tu dois concentrer ton énergie sur des personnes qui compte le plus pour toi, vraiment les plus proches. Parce que tu ne peux pas te disperser, tu ne peux pas sauver le monde. Mais par contre, tu dois avoir un impact significatif sur la vie des personnes que tu auras choisies. Ça peut être des filleuls que tu as choisis, ça peut être tes neveux, ça peut être tes enfants. Les enfants, c'est normal, hein, c'est même pas à citer. Mais dans la vie courante, ça peut être quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un jeune dont tu sais que la personne a envie de s'en sortir et te donne vraiment envie de l'aider et tu sais que cette aide-là, vraiment, il va la mettre à profit, bah, tu te concentres sur celle-là, tu te disperses pas parce que parfois on perd le sommeil parce que on veut aider tout le monde, on reçoit des coups de fil, on reçoit des appels de partout, même dans le monde, la famille et tout, mais il faut vraiment se centrer, il faut choisir des personnes qu'on va réellement impacter, des personnes qui méritent vraiment qu'on impacte leur vie positivement, donc renforcer, aider, bah, tu dois renforcer, aider ta communauté consciente, hein, la communauté afrocentrique, on va dire. Pour moi qui suis un afrocentrique, ce sera la première des choses, c'est-à-dire participer un peu à son épanouissement, à son éveil, culturel et humain, quoi. Donc,
Donc, tu dois relever aussi les niveaux des enfants de ta communauté. Ça va t'enlever la culpabilité du survivant parce que bah, tu dois faire quelque chose en fait. Tu dois aider les autres pour ne plus avoir cette culpabilité du survivant là, dans son coin. Parfois, les gens réagissent mal, ils s'enferment, ils deviennent un peu agressifs. Mais non, il faut pas être agressif, mais il faut vraiment choisir bien sa cible, faire un choix et, euh, et rester, donner quand même, redonner ce qu'on a reçu. Parce que redonner, parce qu'on l'a toujours reçu de quelque chose, de quelqu'un. On ne, on n'y a pas de génération spontanée comme ça. On ne devient pas, on s'en sort pas, on ne devient pas succès. On n'a pas le succès tout seul, jamais. On a toujours, on l'a toujours de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui nous a tendu la main, qui nous a donné des conseils, qui nous a donné des opportunités, qui nous a donné une bonne information au bon moment et qui nous a donné un coup de pouce, quoi, qui nous a encouragés tout simplement. Association avec des autres, bah, s'associer avec ceux avec ceux d'autres afro-descendants qui ont réussi pour créer des consortiums, des groupes commerciaux qui emploient des membres de la communauté également. Mais des personnes qui sont solides, qui ont déjà fait leur travail qui ont déjà quand même résolu une bonne partie de leur syndrome post-traumatique, on va dire, ou alors qui en ont complètement fini avec ça, parce que ça existe, hein. Et puis on n'atteint jamais la perfection, c'est un travail de toute la vie. Communauté, participer à sa communauté, distribution de livres, par exemple, d'histoire dans ton école. Tu peux aller, moi je suis parti dans mon école, dans ma classe de CE2 pour distribuer des livres. Ça m'a fait tout bizarre, mais retourner, je voyais les bancs. Les bancs étaient tout petits. Je me demandais, mais comment j'ai fait m'asseoir pour m'asseoir sur ces bancs et tout. Ils étaient tout petits, tout mignons et tout. J'ai dit, ah, c'est à ça que je ressemblais quand j'étais petit, quoi. Et oui, le fait de refaire ça aussi, c'est un conseil qu'il donne également, c'est de vraiment aller dans son village, soit dans son quartier, trouver une école, faire quelque chose, soit offrir des livres aux 10 premiers de la classe, par exemple, tu peux prendre je ne sais pas, 10 exemplaires de Nation d'agriculture et donner les 10 aux 10 premiers de la classe du CM2, par exemple, ou alors bah, ils sont plus réceptifs en terminale. Pour ces connaissances, la CM2, c'est un peu lourd pour un enfant de CM2. Il y a d'autres livres aussi pour enfants. Il y a le livre d'histoire, des livres d'histoire bien illustrés que j'ai pris soin de mettre dans ma bibliographie à la fin. Le livre d'histoire de Jalissa Sekhmet, par exemple, il serait bien pour les enfants du CM2, écrit par Jalissa Sekhmet, prof d'histoire, qui a écrit un livre magnifique que vous pouvez offrir. Et rien que le fait de faire ces gestes-là, c'est pas pour eux, en fait, c'est pour vous et c'est pour eux aussi parce que ça va leur faire plaisir, mais surtout pour, euh, pour savoir que bah, il y a des endroits où tu peux mieux investir ton énergie, ton temps, ce que tu as gagné, ce que la vie t'a apporté, quoi. Euh, il faut faire des dons à l'enfance, il faut aider sa communauté, ne pas avoir peur d'inspirer et de communiquer, communiquer, inspirer les autres, leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que j'ai fait. Et il faut conscientiser la jeunesse. Travailler à la conscientisation de la jeunesse également, ça permet de, de participer à une vie associative aussi, ça permet de vraiment se cadrer avec bah, ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Donc conscientiser la jeunesse et voilà ce qui est des corrélations cliniques et de culpabilité du survivant.